Alors du coup on a GPT-4o qui est le modèle qui remplace GPT-4 mais qui va bientôt disparaître, hein. Et puis on a O4 mini, à ne pas confondre du coup avec 4o, hein, qui est plus puissant que le modèle 4o mais qui est lui-même moins puissant que le modèle GP4o mini. Et à côté de ça on a aussi le modèle O3 qui lui est plus puissant que le O4 mini, hein, ce qui pourrait quand même porter à confusion, hein, vu la numérotation. Et à côté de ça on a évidemment GPT 4.5 qui lui est moins puissant que le nouveau GPT 4.1. Vous avez compris ? Ouais, vous aussi vous êtes largué avec la numérotation de OpenAI sur les modèles, hein. On va voir ça dans le podcast. Bienvenue sur Tsunamia, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Je suis Dimitri, votre hôte, et avec l'aide de mes assistants IA, nous allons naviguer ensemble à travers cet océan de changement technologique. Et cette semaine, elle a été forte en nouvelles, avec OpenAI qui a commencé à frapper fort dès lundi, avec la sortie de son nouveau modèle 4.1, qui est le fameux Optimus Alpha dont on avait parlé la semaine dernière, et mercredi, ils n'ont pas arrêté, puisqu'ils ont lancé leur modèle O3 et O4 mini, donc des très grosses nouveautés de la part d'OpenAI cette semaine. Et Google n'est pas en reste avec une démo de ces fameuses lunettes intelligentes qui font rêver, hein. On parlera aussi hardware avec Nvidia et AMD, et même d'un marathon fait par des robots. Prêt à surfer sur la vague ? Allez, c'est parti. Bon alors, avant de commencer l'épisode qui va être un peu plus court cette semaine parce que j'ai un peu moins de temps pour enregistrer malgré les très très grosses quantités d'actualités qu'on a pu avoir, je vous rappelle que voilà, j'ai lancé ma newsletter, donc vous avez le lien en description, donc n'hésitez pas à vous y inscrire. Et surtout, si vous avez des besoins en matière de formation ou d'accompagnement sur l'IA, n'hésitez pas à envoyer un petit mail à contact@tsunamia.fr et je me ferai un plaisir de vous répondre et de pouvoir vous assister sur vos besoins. Et comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire 5 étoiles sur le podcast, hein, c'est ce qui m'aide à avancer sur tous ces sujets. Bon allez, on enchaîne tout de suite avec les actualités et on commence assez fort avec OpenAI, hein, qui a mis les bouchées doubles ces derniers jours et qui est arrivé avec le lancement de GPT 4.1 dès le début de la semaine. Et attention, hein, c'est pas juste une petite mise à jour, hein, puisqu'on parle d'une nouvelle famille de modèles avec des améliorations majeures sur plusieurs fronts, le code, le suivi des instructions et surtout la taille du contexte, hein. Donc sur le code GPT 4.1, il semble mettre une claque à ses prédécesseurs. Sur le benchmark par exemple qui s'appelle SWE Bench, qui permet de mesurer la capacité à résoudre des problèmes de développement logiciel concret, hein, il atteint 54,6%, c'est plus de 20 points de mieux que le modèle GPT-4o, et il serait aussi bien meilleur pour suivre les instructions complexes et pour montrer uniquement les lignes de code, hein, qui ont été modifiées. Ça c'est hyper pratique, hein, pour les développeurs, ça économise du temps et de l'argent, hein, et par exemple avec Windsurf ou Codo, hein, c'est des entreprises qui utilisent l'API, elles confirment des gains de performance impressionnantes dans leurs propres tests, hein. Et moi de mon côté, j'ai essayé de le tester justement avec Windsurf, puisque là pendant encore une semaine, on peut utiliser directement le modèle 4.1 gratuitement via l'application Windsurf, il suffit juste de faire un compte. Donc si vous avez envie de vous essayer au vibe coding, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et donc vous installez Windsurf et vous pouvez sélectionner du coup le modèle 4.1 et il est gratuit encore pendant quelques jours. Ça vous permettra d'essayer de tester, de lancer des applications. Moi de mon côté, j'ai essayé de lancer un site internet. Bon, c'est plutôt ok. Après, honnêtement, si on connaît pas un minimum le développement, on se retrouve vite avec des choses un peu compliquées à débugger. Donc j'ai quand même plutôt tendance à le conseiller aux personnes que ça intéresse, hein. Si vous avez jamais touché au développement de votre vie, ça va peut-être un petit peu rapidement bloquer, mais bon, n'oubliez pas que vous avez, quoi qu'il arrive, toujours l'IA pour vous assister dans tout ça. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, hein, d'apprendre un petit peu à faire du code comme ça, sans avoir aucune connaissance, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et puis je verrai pour vous faire un petit tutoriel qui sera dédié à ce sujet. Bon, sinon, autre point clé, le contexte long. GPT 4.1, il a un contexte de 1 million de tokens, et ça, c'est une première chez OpenAI, hein. Jusqu'à maintenant, les contextes étaient bien plus réduits. Au 1 Pro, il me semble qu'il était autour des 200 000 tokens. Et donc là, on arrive enfin à la barre des 1 million. Et jusqu'à maintenant, on n'avait que Google, hein, qui nous permettait avec ces modèles d'avoir une aussi grande taille de contexte. Et ça, hein, pour vous donner une idée, ça représente environ 750 000 mots. Donc c'est assez énorme, hein. Ça représente par exemple, ce que OpenAI nous dit, c'est 8 fois l'intégralité du code source de React. Ou voilà, une dizaine de livres, hein, facile, hein, des livres assez conséquents. De 75 000 mots, ça commence à faire des livres qui sont au moins 300 pages. Hein. Donc voilà, ça vous donne à peu près une idée de ce qu'on peut faire, et le modèle, surtout a priori, il est bon en plus sur ce qu'on appelle le test de l'aiguille dans la botte de foin. C'est-à-dire que quand on lui donne une information très précise dans cette immense masse de contenu de millions de tokens, hein, il est capable de la retrouver, et ça c'est super important parce qu'avoir un très bon contexte c'est bien, mais avoir un très bon contexte sur lequel on peut se souvenir de tout, c'est vraiment mieux. Et voilà, on n'a pas envie d'avoir un modèle qui, si on lui donne pas mal d'informations, se met à oublier des détails très précis qui n'étaient notés qu'à un seul endroit dans la
la globalité de son contexte. Et donc ça vraiment c'est une très grosse amélioration pour ce modèle 4.1 de chez OpenAI. Bon sinon en plus de la taille de contexte qui a été élargie, OpenAI ils ont décrit leur modèle en plusieurs versions, une version 4.1 mini et une version 4.1 nano, et donc forcément ça leur permet de faire des modèles qui sont moins chers, hein. Donc par exemple la version 4.1 nano, elle va avoir un coût réduit de 83%, donc ça va coûter vraiment moins cher que les anciens modèles qu'ils pouvaient avoir, et ça va être des modèles qui vont surtout être en plus très rapides, donc pour des tâches assez simples, ça peut être des modèles qui peuvent être utiles et qui vont peut-être remplacer l'ancien GPT-4o par exemple, ou des modèles qui pouvaient être un peu plus avancés. Donc ça c'est vraiment l'intérêt, et donc nous on va pas forcément s'en rendre compte en tant qu'utilisateurs finaux, mais du côté des développeurs ça va faire pas mal de bruit et ça va changer pas mal la donne. Je pense que beaucoup de personnes vont passer sur cette nouvelle API de 4.1. Bon, et avec l'annonce de ce nouveau modèle, OpenAI a également annoncé que le modèle GPT 4.5 allait tout simplement prendre sa retraite d'ici la mi-juillet, et ça voilà c'est plutôt étonnant, mais en même temps c'est tout simplement lié à son coût. Donc déjà sur la version API il coûtait très cher ce modèle, hein, et en plus de ça il n'était pas si performant que ça, en tout cas pas si impressionnant que ça. Finalement là avec le modèle 4.1 qui a bien été affiné, on a un modèle qui est plus performant que le modèle 4.5 par exemple sur les sujets de développement. Donc après moi j'aime toujours bien le style que le modèle 4.5 permet d'avoir, mais voilà c'est un modèle qui était encore pas vraiment affiné et qui du coup demandait beaucoup de ressources et qui derrière n'était pas forcément si puissant que ça pour certains sujets, et donc voilà il va tout simplement disparaître de l'API. Et après je sais pas s'ils vont le faire disparaître également pour les utilisateurs finaux. Je pense qu'ils vont attendre la sortie du modèle 5 pour le faire disparaître pour les utilisateurs finaux. Donc voilà, profitez-en d'ici là si vous voulez encore vous en servir, puisqu'il va bientôt tirer sa révérence. Bon, mais sinon pour nous la grosse annonce de cette semaine c'est surtout l'arrivée des deux nouveaux modèles O3 et O4 mini. Alors bon, on va faire un petit récap, on va se poser 2 secondes pour récapituler un petit peu tous les différents modèles que OpenAI peut proposer. Donc GPT-4o c'est le modèle de base, c'est le modèle qu'ils ont appelé O comme Omni en fait, c'est à ça qui sert le O. Avant on avait GPT-4 tout court, et ensuite ils ont rajouté le O, et à partir du moment où ils ont rajouté le O, ça voulait dire qu'il était capable de comprendre plusieurs choses. Le Omni c'était pour omnimodal, pour plusieurs modalités, ça veut dire que le modèle il comprend l'audio, il comprend les documents, il peut aussi répondre en audio, il comprend les images, c'est ce qui fait d'ailleurs que maintenant il est capable de générer des super belles images, parce qu'avant la génération d'images c'était un modèle qui avait son propre nom qui s'appelait DALL-E, maintenant ils disent que c'est GPT-4o. Personnellement, moi j'aime bien l'appeler Sora Image parce que je trouve ça beaucoup plus simple, et d'ailleurs si vous voulez faire de la génération d'images, je vous conseille vraiment que de passer par le site Sora, donc le site qui était à la base dédié sur la génération de vidéos mais qui sert aussi maintenant à générer des images avec le nouveau modèle. Et pourquoi je vous conseille ça? Parce que ça va vous permettre d'avoir un meilleur contrôle. Quand on fait une génération d'images avec GPT, vous n'allez pas pouvoir décider de la taille de l'image par exemple. Si vous en générez une ou deux, vous pourrez pas décider. Et surtout des fois quand vous lui demandez de générer une image, il fait un peu son feignant et il la génère pas tout de suite, il temporise un peu, et voilà, il faut un peu insister pour qu'il vous génère vraiment l'image. Et ça c'est souvent dû aussi à l'usage des serveurs d'OpenAI, où ils ont tendance à rendre des fois leur modèle un peu feignant sur certaines tâches, et voilà, les modèles du coup ne veulent pas exactement suivre les consignes. C'est aussi lié je pense au système prompt qu'ils leur donnent. Bon, tout ça fait que des fois quand on lui demande de générer une image, il va un petit peu tourner autour du pot avant de nous le faire. Si vous allez sur le site Sora, vous allez pouvoir directement générer vos images, et vous pourrez en générer 4 d'un coup. Et donc ça c'est quand même très utile, parce que en générer 4 d'un coup, ça permet de prendre la meilleure des 4, et tout de suite on a une bien meilleure qualité sur les images qu'on génère avec OpenAI. Donc voilà, je vous recommande vraiment, si vous faites de la génération d'images, de passer par le portail Sora, et le modèle de génération d'images, on va l'appeler Sora Image, ce sera plus simple. Comme ça déjà on essaiera de simplifier la nomenclature de tous les modèles d'OpenAI. Donc pour reprendre, on a dit qu'on avait le GPT-4o, le modèle de base. Maintenant on a les modèles qui sont dits les modèles de raisonnement, qui sont des modèles qui vont prendre plus de temps à vous répondre, mais par contre qui vont vous faire une réponse bien plus élaborée. Et là, sur les modèles de raisonnement, on a l'ancien modèle qui s'appelait le O1, qui était le premier modèle de raisonnement proposé par OpenAI, qui du coup va prendre sa retraite, il est plus disponible sur la plateforme, et donc il a été remplacé directement par le O3. Pourquoi on est passé de O1 à O3? Tout simplement parce que OpenAI ne voulait pas avoir de procès avec O2, qui est un fournisseur de télécom anglais qui est mondial, donc du coup ils voulaient pas prendre ce risque-là. Et donc du coup qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont appelé directement O3. Mais en fait en interne ils l'appellent O2, voilà, mais ça simplifie pas les choses, mais voilà. Et donc ce modèle O3 maintenant il est disponible. Avant on avait une version qui s'appelait O3 mini, qui était en fait une version de preview entre guillemets de ce vrai modèle O3. Donc là on a vraiment la version finale qui est plus puissante.
Et donc en attendant aussi, OpenAI nous a fourni le futur preview du futur modèle de remplaçant de O3 qui s'appelle O4. Et donc là, c'est pour ça qu'on a une version qui s'appelle O4 Mini, qui est du coup une version de raisonnement, parce qu'elle commence par un O, mais qui est une version qui est du coup moins puissante que le modèle O3. Pourquoi ? Parce que c'est une version du futur modèle O4 qui n'est pas encore sorti, et donc vu que c'est une version de preview, l'avantage c'est qu'elle est un peu plus rapide et qu'elle va pouvoir nous faire des résultats un peu plus de façon plus dynamique, mais par contre elle reste quand même moins puissante que ce modèle O3. Alors du coup ouais, c'est un peu compliqué. Pourquoi on a un modèle qui a un numéro plus avancé, qui est moins intelligent qu'un modèle qui a un numéro moins avancé ? C'est tout simplement parce que dans le processus où OpenAI va développer son modèle, ils vont continuer de l'entraîner au fur et à mesure, et donc le modèle ils vont l'arrêter à un moment donné un peu arbitraire pour se dire bon ça y est, là on est content de notre entraînement, on va sortir le modèle, mais cet entraînement il peut entre guillemets continuer à tourner. Et donc là au 4 ils ont arrêté une version mini auquel ils nous ont donné accès, mais ils sont en train actuellement de continuer l'entraînement de ce gros modèle O4 pour en faire le modèle O4 final auquel on aura accès plus tard. Et encore j'en suis pas sûr, parce que le plan quand même là d'OpenAI c'est de fusionner tous ces modèles et de les appeler GPT-5 pour faire quelque chose de simple et en arrêter avec ces systèmes de haut, devant, derrière, etc. où on est complètement perdu, et avoir un système de nommage un petit peu plus simple. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que si vous voulez faire de la réflexion, utilisez le modèle O3. Si vous voulez faire du classique, ce sera GPT-4o encore pour l'instant. Et si vous voulez tester un petit peu quelque chose d'entre deux, là vous pouvez utiliser O4 Mini qui vous répondra un peu plus vite, mais qui sera quand même moins performant que O3. Et justement, O3, qu'est-ce que ça dit au niveau des performances ? Alors forcément, au niveau des benchmarks, il a des super notes, il se présente comme un super bon modèle dans des tas de domaines, il va être au top des benchmarks, mais quand on gratte un petit peu, honnêtement, moi je suis pour l'instant assez mitigé, on va dire. Il y a des choses qui sont très impressionnantes, parce que O3, on voit qu'il est connecté à bien plus d'outils que les anciens modèles, ce qui lui permet par exemple d'aller accéder à des sites internet. Donc si vous lui donnez une adresse URL, il va pouvoir accéder à cette adresse URL, là où GPT-4o par exemple n'aurait pas pu le faire. Il y avait tout un tas de limitations qui ne permettaient pas de faire ça. Là j'ai vraiment l'impression qu'il a accès à quasiment tous les sites internet. Quand je lui demande de faire des recherches et autres, je vois qu'il suit des sites qui sont habituellement inaccessibles, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Il est aussi capable de créer du code et derrière de l'exécuter, donc ça va lui permettre de faire des choses comme des calculs mathématiques ou comme de compter certaines choses, de répondre à des choses assez impressionnantes. Il est aussi capable d'analyser une image, mais pas juste dans son ensemble. Il est capable de zoomer sur l'image et de l'analyser bloc par bloc. Donc ça typiquement quand on donnait des très grosses images à ChatGPT, la version 4o, ou même la version qu'on avait avant l'ancienne version O3 Mini, il était incapable de faire ça. Là, ce nouveau modèle O3, il est vraiment capable de zoomer sur l'image, de regarder des détails très spécifiques et donc de nous faire une analyse super complète. Donc si vous lui donnez par exemple des diagrammes où il faut redonner la valeur qu'il y a sur les différents axes, etc., il va être capable de le faire, et ça c'était quelque chose qui n'était pas du tout possible avant. Donc là-dessus il est très impressionnant, et d'ailleurs il y a une petite trend en ce moment sur les réseaux, c'est de lui envoyer une photo et de lui demander de la localiser, et là on voit un petit peu le processus de réflexion qu'il a et à quel point il est capable de trouver des choses avec des détails incroyables, en se disant là voilà, je vois qu'il y a des pierres de type basaltique, donc j'en déduis que c'est sur une zone volcanique. Moi je l'ai testé sur des trucs, j'étais vraiment super impressionné, et c'est un petit peu le stalker ultime, si vous lui donnez une photo, il est capable de retrouver très précisément où la photo a été prise dans la majorité des cas. Donc voilà, c'est quelque chose dont il faut également se méfier, parce que maintenant, pensez-y, quand vous allez poster une photo ou autre avec ce genre d'IA, ce sera potentiellement très facile de vous localiser, donc voilà, quand même faites attention par rapport à ça. Mais moi j'ai trouvé que par contre sur le reste, il y a des choses que j'arrivais à faire avec le modèle O1 que je n'arrive pas du tout à faire avec le modèle O3. Je pense que actuellement le système prompt, c'est-à-dire que les instructions données par les développeurs au modèle quand on l'utilise via la plateforme de chat, elles sont beaucoup trop fortes et restrictives. Par exemple, il va avoir tendance à toujours vouloir nous répondre avec un tableau. Donc il va nous faire plusieurs parties, à un moment donné il va caler un tableau. Si on lui demande de nous répondre avec uniquement du texte, je sais pas pourquoi, il y a un moment donné, il va y avoir un tableau. C'est un petit peu comme certains moments où ChatGPT commence à vouloir à tout prix mettre des bullet points partout. Là je retrouve un petit peu le même genre de défaut. Ça va être des bullet points, un tableau, une certaine façon de structurer les informations. Et même si on fait des prompts qui sont assez forts pour lui dire de ne pas le faire, il va quand même avoir tendance à le faire. Donc ça c'est très très agaçant, mais je pense que c'est quelque chose qui va très probablement rapidement évoluer. Donc essayez-le sur vos cas d'usage, dites-moi ce que vous en pensez. Moi globalement je trouve que sur des nouveaux cas d'usage il est super
impressionnant. Par contre, sur les anciens cas d'usage sur lesquels O1 fonctionnait très bien, je trouve que O3 pour l'instant il est assez décevant, donc j'attends de voir aussi ce que ça va donner par la suite, et je vais peut-être aussi le tester via l'API parce que ça va peut-être me permettre d'avoir accès à un modèle qui sera entre guillemets plus pur et qui me laissera peut-être un peu plus faire ce que je veux, parce que là pour l'instant je suis assez déçu de ce que j'arrive à faire avec ce nouveau modèle. Bon, et sinon OpenAI ils ont aussi sorti Codex CLI. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit logiciel que vous allez pouvoir lancer en local sur votre machine et qui va vous permettre de pouvoir appeler les modèles d'OpenAI via leur API et de pouvoir les connecter à différentes applications. C'est le concurrent de Cloud Desktop. Je pense que je vous ferai un tutoriel dédié là-dessus, parce que ce sera plus simple pour vous montrer à quoi sert l'outil et ce qu'on peut faire avec, mais honnêtement, ça va nous permettre de faire des choses très très élaborées avec les intelligences artificielles. Alors faites quand même toujours attention quand vous lancez ce genre de logiciel, parce que potentiellement il peut avoir accès à pas mal de choses sur votre ordinateur, même si OpenAI a précisé que voilà, il serait limité à un certain dossier, etc. Mais voilà, l'idée avec ce genre d'outil, c'est de pouvoir connecter votre IA à votre ordinateur, à vos données, la connecter aussi à d'autres logiciels. Ça peut permettre de faire des choses très très puissantes, notamment avec le MCP, qui est le nouveau protocole qui est en train d'arriver pour justement connecter les agents IA à pas mal de choses. Mais voilà, je pense que là le mieux c'est que je vous fasse un tutoriel dédié, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez complexe, et comme ça on pourra creuser un petit peu plus le sujet pour ceux que ça intéresse. Bon, et sinon pendant ce temps-là, chez Google, ça bouillonne sec aussi. Il n'y a pas que OpenAI qui est en train de faire des nouveautés. Et donc du côté de Google, déjà première chose, il y a le modèle VO2 qui est disponible maintenant gratuitement via le Google AI Studio. Vous pouvez vous y connecter et générer directement des vidéos avec ce modèle. Et ça franchement c'est du jamais vu. Normalement les modèles de génération de vidéos ils coûtent une fortune, et là vous allez pouvoir générer des vidéos avec ce modèle entièrement gratuitement. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour et à générer vos premières vidéos avec, ça vous permettra de voir un petit peu ce qu'on peut faire avec tout ça. Vous pouvez aussi lui donner directement une image, et à partir de cette image le modèle pourra générer une vidéo. Donc voilà, c'est vraiment assez intéressant de voir que Google rend ça et de façon disponible, tout ça gratuitement du coup, alors que c'est des choses qui coûtent quand même très cher en temps de calcul, et je pense qu'ils sont capables de faire ça parce que ils ont quand même réussi à optimiser leur modèle avec leur propre data center et leur propre TPU, qui sont des TPU développés par Google, donc je pense que ça leur permet aussi quand même de réduire le coût de calcul qu'il y a derrière tout ça, et donc de proposer ce genre de service gratuitement. Bon, et il y a le boss de DeepMind qui a même confirmé qu'à terme, l'idée c'est de fusionner les capacités d'un modèle comme VO avec celle de Gemini, pour avoir un modèle qui est capable de comprendre le monde physique en fait, grâce justement à toutes ces vidéos. Donc voilà, je pense que dans l'avenir on risque de voir des modèles qui risquent d'être très impressionnants grâce à tout ça. Et justement, en parlant de compréhension du monde physique et d'interaction, Google a fait une démo publique très attendue de ses Smart Glasses. Lors d'une conférence TED, on avait déjà vu les vidéos léchées du projet Astra, mais là c'était une démonstration plus concrète. Les lunettes au design assez proche des Ray-Ban Meta, les lunettes qui sont déjà proposées par Meta. Elles embarquent caméra, micro, haut-parleur et un petit écran couleur dans le verre. Elles tournent sous Android XR, l'OS développé avec Samsung, et elles intègrent forcément Gemini, l'IA de Google. Et ce qui a bluffé dans la démo, c'est la capacité de l'IA à se souvenir de ce qu'elle a vu, de retrouver par exemple un livre sur un emplacement de bibliothèque, ou d'expliquer un diagramme, ce genre de choses-là. Donc dans la démonstration, la personne regarde par exemple une bibliothèque avec des détails, ensuite elle se retourne vers le public et elle pose des questions sur ce qu'il y avait d'installé sur cette bibliothèque, et on voit que l'IA est totalement capable de répondre, donc là-dessus c'est assez impressionnant. Donc maintenant on attend de voir quand est-ce que ça sortira et à quoi ça ressemblera. Donc pour l'instant on n'a toujours pas de date de sortie, donc peut-être que ça arrivera qu'en 2026, mais en tout cas pour l'instant les premières démonstrations sont assez impressionnantes, et je pense qu'il y a tout un volet sur la partie accessibilité, notamment pour les personnes malentendantes, où ce genre de lunettes pourrait vraiment être un gros game changer. On a déjà vu les lunettes qui permettent d'afficher des sous-titres qui sont a priori fantastiques pour les personnes qui sont sourdes, parce que ça leur permet du coup de lire les conversations qui sont autour d'eux. Et là je pense qu'avec ce genre de lunettes on va avoir des choses qui vont être aussi très intéressantes. Bon, et sinon pour rendre ces modèles plus accessibles, Google ils ont aussi annoncé des nouvelles versions de Gemma, Gemma 3 QAT, et ça veut dire qu'en fait ils ont réussi à faire en fait de la compression sur ces modèles là, et donc c'est des modèles qui vont pouvoir tourner sur des configurations beaucoup plus simples, notamment sur votre ordinateur par exemple, avec des applications comme Ollama ou LM Studio, ce qui n'était pas forcément possible avant. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez LM Studio ou Ollama, à aller regarder Gemma 3, vous pouvez commencer à avoir des modèles qui sont assez pertinents maintenant là-dessus. Et sinon, dans un registre plus aquatique, ce qui va bien avec le thème du podcast, Google a dévoilé Dolphin Gemma. C'est un
modèle d'IA qui a été entraîné sur des décennies d'enregistrement audio et vidéo de dauphins, et ça a pour but en fait de mieux comprendre comment justement les dauphins dialoguent, s'il y a un véritable dialogue, essayer de découvrir les différents patterns qu'il peut y avoir. Et la force qu'il y a avec ce modèle, c'est que c'est un modèle qui va être capable de s'entraîner un petit peu en temps réel avec les nouvelles informations qui vont arriver, et donc d'essayer de découvrir tout simplement des nouveaux patterns et de voir si justement le modèle arrive à discuter ou pas avec les dauphins. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Pour l'instant, ce n'est que le début de cette nouvelle recherche, mais je pense que là, l'intelligence artificielle peut être pertinente parce qu'elle est capable vraiment de découvrir des patterns, des schémas dans des grands volumes de données, et donc là, pour le coup, il y aura peut-être quelque chose à tirer de tout ça. Bon, et sinon, petite nouvelle intéressante du côté de Wikipédia. Donc Wikipedia Foundation, ceux qui gèrent le site Wikipédia, ils ont mis à disposition sur Kaggle, c'est une plateforme de data science de Google, tout le dataset structuré du contenu de Wikipédia, tout simplement pour arrêter que les personnes tout simplement scrapent le site de Wikipédia. Comme ça leur évitera de se faire entre guillemets attaquer par des robots qui essaient de scanner Wikipédia pour entraîner leur modèle. Là au moins tout est disponible de façon open source, de façon structurée aussi, donc ça aidera je pense toute la communauté à entraîner des nouveaux modèles sans avoir des impacts négatifs sur les serveurs de Wikipédia. Bon, maintenant passons au hardware avec une news du côté de Nvidia qui a annoncé du concret sur le sol américain. Ils ont commencé à produire leur nouvelle puce IA Blackwell, donc celle qui a été annoncée en grande pompe il n'y a pas si longtemps que ça, dans l'usine de TSMC en Arizona. Et ça c'est une étape importante pour la relocalisation d'une partie de la production stratégique. En parallèle, Nvidia il s'associe aussi avec Foxconn et Wistron pour construire des usines de production de supercalculateurs au Texas, avec une montée en puissance prévue d'ici 12 à 15 mois. L'objectif affiché est clair, construire les usines IA américaines du futur, et je suis étonné de voir que l'usine va déjà commencer à produire les derniers processeurs de chez Nvidia, puisqu'il me semblait que ce que TSMC avait annoncé, c'est que les usines implémentées aux États-Unis n'allaient pas forcément avoir tout à fait la même technologie que les dernières usines qui sont du coup à Taïwan, et donc qui auraient peut-être un petit décalage. Et donc là, a priori, pour ces processeurs de chez Nvidia, ce n'est pas le cas. Donc il y a une véritable relocalisation qui s'opère aux États-Unis pour qu'une partie de la production des CPU et des GPU soit faite du coup sur le sol américain. Et de son côté, AMD ne reste pas inactif et a annoncé une collaboration avec Stability AI. Donc Stability AI, ils font tout simplement de la génération d'images, et c'est vrai qu'au tout début, tout ça ne fonctionnait que sur des processeurs de la marque Nvidia. Donc maintenant, ça fonctionne également sur des processeurs AMD, et en plus tout ça a été optimisé. Et donc c'est intéressant parce que ça permet d'avoir une véritable concurrence de AMD dans ce domaine-là, puisque pour l'instant, c'est Nvidia qui reste quand même souvent le grand leader sur le marché, parce que les deux outils tout simplement ne sont pas toujours développés. Et là, il y a vraiment, je pense, un mouvement de fond où de plus en plus d'outils deviennent compatibles avec les processeurs graphiques de chez AMD, et je pense que ça va permettre d'insuffler un petit peu de la concurrence et de permettre d'éviter un réel monopole de chez Nvidia. Donc là-dessus, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, sinon, on a des rumeurs du côté de Apple. A priori, Tim Cook serait obsédé par le fait de sortir de véritables lunettes à réalité augmentée avant Meta. Donc voilà, je pense que là-dessus, ils vont sûrement nous faire une nouvelle version peut-être du Vision Pro qui va être peut-être plus accessible et qui sera vraiment plus comme des vraies lunettes et pas un casque qu'on met complètement. Donc voilà, on attend de voir. En tout cas, pour l'instant, sur l'IA, on va pas se cacher qu'ils sont pas mal en retard, mais a priori, c'est pareil, il y a des rumeurs sur le fait qu'il y a une nouvelle version de Siri qui pourrait arriver un peu plus tôt que prévu. Bon bref, on verra s'ils arrivent justement à un peu rattraper tout le retard qu'ils ont accumulé sur le domaine de l'IA. Sinon, du côté d'Anthropic, on a une nouvelle fonctionnalité qui est apparue uniquement pour les utilisateurs aux États-Unis et les utilisateurs payants. On a tout simplement Claude qui peut se connecter à tout ce qui est lié à notre espace de travail Google. Donc on peut le connecter à nos emails, à nos Google Docs, etc. Donc plutôt intéressant. Moi honnêtement, j'aimerais bien que cette fonctionnalité elle fonctionne avec Gemini, parce que honnêtement pour l'instant Gemini et son intégration dans l'environnement Google, pourtant c'est le modèle de Google, ça fonctionne vraiment pas très bien, en particulier en français. Ne serait-ce que résumer un email ou réécrire un email, ça marche pas. Moi j'ai toujours des plantages, des bugs, etc. Donc vous me ferez un retour si vous de votre côté ça marche un peu mieux, mais moi pour l'instant je trouve que c'est vraiment inefficace. Et donc ce qui marche encore le mieux, ça reste de passer par le AI Studio, d'aller directement sélectionner la version Gemini 2.5 Pro et du coup de faire les copier-coller quand on veut utiliser l'IA. Pour l'instant je trouve que c'est ce qui reste encore bien plus efficace, mais ça ferait quand même gagner pas mal de temps de pouvoir directement aller chercher dans ses mails ou ses documents. Ce serait vraiment pas mal, mais pour l'instant voilà, c'est pas Google qui propose ça, c'est Claude, donc un peu étrange. Bon, et sinon on a Perplexity
Perplexity qui a sorti un nouveau modèle qui s'appelle Sonar, et ce nouveau modèle, il serait d'ailleurs premier ex-aequo avec, devinez qui, Gemini 2.5 Pro, forcément un Google qui ne sont toujours pas très loin. Donc même si pour l'instant Google ne met pas en avant Gemini 2.5 Pro directement dans son moteur de recherche, je pense qu'ils n'ont pas encore envie de tuer la poule aux œufs d'or pour l'instant. En tout cas, Perplexity de leur côté, ils sont en train de continuer à réussir à faire des moteurs de recherche de plus en plus performants, des IA qui permettent de faire de la recherche de façon de plus en plus performante, et à prendre, je pense, petit à petit des petites parts de marché. Mais voilà, pour l'instant ils sont très petits face aux géants Google, donc je pense que Google ne se sent pas encore très menacé par les nouvelles sorties de Perplexity. Bon, un petit mot rapide sur les avancées chinoises en vidéo. On a Kling AI 2.0 qui a été lancé avec des capacités d'édition multimodale vidéo-image, et Alibaba qui a mis en open source One 2.1, c'est un modèle de 14 milliards de paramètres pour la génération de vidéos, et où on peut lui donner la première image et la dernière image, et donc ça c'est assez sympa, ça permet de faire des transitions assez intéressantes. Donc voilà, je vous montrerai quelques images pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Et enfin, pour la touche insolite mais révélatrice, Pékin a accueilli le premier semi-marathon pour robots humanoïdes. Donc il y a 21 robots qui ont tenté de courir 21 km aux côtés des humains. Le gagnant c'est Tiangong Ultra qui a mis 2h40, donc c'est pas mal pour un robot. Après on va pas se mentir, pour un humain c'est pas foufou. Le vainqueur humain, lui, il a mis 1h02 pour vous donner une idée. Et après honnêtement, même un coureur du dimanche qui se lance sur un semi-marathon, il peut réussir, je pense, à faire son semi-marathon en 2 heures. Donc voilà, 2h40 pour un robot, c'est pas incroyable. Donc le robot, il a eu besoin d'un humain courant devant avec un signal pour imiter ses mouvements, et de 3 changements de batterie. Donc seuls 4 robots ont fini dans les temps d'ailleurs, donc le temps imparti était de 4 heures. D'autres sont tombés, se sont cognés, ont fumé. Bref, on est encore loin de voir des robots humanoïdes nous dépasser à la course, et surtout en ayant une consommation d'énergie équivalente à celle d'un homme. Parce que là, 4 batteries, je vous annonce que les robots, ils ont dû consommer beaucoup pour pouvoir parcourir cette distance. En tout cas, c'est intéressant de voir un petit peu ce genre de défi, et surtout, on va pas se mentir, aujourd'hui c'est 2h40, mais dans un an ce sera peut-être 2 fois moins, et arrivé à un moment donné, ce sera en dessous de 1 heure, et voilà, on aura des robots qui courront plus vite que n'importe quel humain sur Terre. C'est ce qui risque quand même d'arriver quand on voit l'avancée avec laquelle la robotique évolue. Et voilà pour cette semaine. Donc comme je vous l'avais dit, un épisode un peu plus court, mais j'essaierai de vous mettre un petit peu plus de contenu sur la newsletter, donc n'hésitez pas à aller vous y abonner en suivant le lien dans la description. Et puis sinon, prenez soin de vous, et à la semaine prochaine. Allez, ciao.